Bonjour, aujourd'hui je vous propose la lecture d'un extrait d'un roman de Nadifa Mohamed, Black Mamba Boy, un roman traduit de l'anglais somali par Françoise Pertin, qui est paru aux éditions Libretto en 2011 et qui fait partie de la sélection de 5 romans proposés pour le prix des lecteurs Étrange Lecture 2020. Prologue. Londres, Angleterre, août 2008. Des nuages noirs s'amoncellent dans le ciel du crépuscule. La lune et le soleil s'admirent, mais moi, c'est lui que je regarde. Ses lunettes à monture carrée, trop grandes pour lui, perchées sur son gros nez, les reflets bleus et blancs de la télévision qui dansent sur ses verres, son mawaist noué au bas de ses cuisses. Ça me fait mal de voir que ses genoux ne peuvent plus porter son corps maigre. Ils n'en ont pas moins droit à mon respect, car c'est grâce à eux qu'il a traversé les continents et passé la mer Rouge à gué. C'est pour les honorer que j'entonne ma chanson. Je suis le griot de mon père. Ceci est un hymne à sa gloire. Je vais vous conter sa vie, afin d'inscrire, avec toute la magie que sa mère lui a cousue sous la peau, sa chair et son sang dans l'histoire. Car je veux faire de lui un héros, non pas taillé dans l'étoffe des guerriers ni des romantiques, mais plutôt dans celle, bien réelle, du gamin affamé qui survit aux flèches et aux coups que la fortune hostile destine à ceux de son espèce. Héros qui peut dorénavant prendre le temps de narrer les aventures de tous les êtres qui n'ont pas eu la même chance que lui. Si je veux vous relater son histoire, c'est parce que personne ne le fera à ma place. Invoquons d'abord les mânes des 9000 jeunes combattants qui, sans réfléchir, embrassèrent la cause de Mussolini dans les montagnes d'Érythrée. Garçons en tout semblables à mon père, hormis que leur existence fut prématurément fauchée par des haches émoussées. Invoquons également ceux qui moururent de faim, ceux dont la folie obscurcit l'esprit, et ceux aussi qui se contentèrent de disparaître, de jeunes garçons pleins de fougue, comme Shidan Bokor, connu pour chaparder les conserves, mort maintenant, que les torches illuminent son échappée vers les cieux, que son ombre hante à jamais l'âme de ses bourreaux, et qu'il flotte de toute éternité dans les eaux du Chebeli et du Djouba, avant d'être lavés de leurs péchés. Son existence durant mon père s'est exercée à la liberté. Conséquence de ses incontestables victoires sur la mort, il a fait sienne sa vie et ne doit rien à personne. Comme sa mère avant lui, il s'est forgé au bord tranchant de la solitude. Stylites, au sommet de leur colonne, tous deux considéraient l'état d'isolement et d'unité et le sentiment qui en découle comme divin. On dit que la mer a engendré tous les marins, mais Ambaro était plus puissante, plus tumultueuse, plus vivifiante que n'importe quelle mare. Elle offrait à chaque instant une nouvelle naissance à mon père, et elle le protégeait farouchement, à l'instar de Vénus pour Aînée. À sa petite vie de rien du tout, elle insuffla une dimension épique. Son amour jaillissait telle une lave violente et épaisse qu'elle déversait dans la bouche de son fils, et elle s'était coupé les veines pour lui transfuser son sang chaud et sauvage. Elle incarnait tout ce dont il avait besoin pour vivre,
et personnifiait pour lui la capacité de métamorphose de l'amour maternel, la transformation de la cire en or. Mon père est un vieux loup de mer qui a vogué vers la liberté sur un vaisseau prison. En compagnie de ses argonautes somaliens, Jama garde souvenir de chacun de ses navires, comme d'autres de leurs amours perdus. La vie de marin lui allait comme un gant. Peu importait l'endroit du monde où il se trouvait, son Léviathan n'avait qu'à donner de la trompette pour qu'aussitôt il accourt. Encore aujourd'hui, des gravures de galions se balancent accrochées à ses murs, un peu comme défileraient sous nos yeux les hauts faits de Sinbad le marin. Enfant, j'avais l'habitude de plonger les mains dans une boîte de cigares King Edward, remplie de pièces de monnaie. Certaines étaient centenaires, d'autres étranges, d'autres encore frappées dans des pays comme le nôtre depuis l'or rayé de la carte. Une autre boîte contenait des boutons de manchette en verre, imitant les pierres précieuses. Je les prenais pour des rubis, des émeraudes, des saphirs, des diamants, et je les convoitais de tout mon cœur dans le coffre de pirates dorés dissimulé sous des cartes fatiguées et d'antiques certificats. Et il ne faut pas oublier non plus ces contes de marins rebattus, tout imprégnés d'air salin. C'est que d'implacables gangsters zoulous étaient lancés à mes trousses. Sauti, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Au milieu de la nuit, me voilà courir tel un fou le long de la jetée à Durban, eux sur mes talons, qui ne rêvaient que de me faire la peau. Je peux te dire que mon cœur cognait dans ma poitrine quand un policier est arrivé et a fait feu sur eux. Je te jure qu'à l'escale de Venise, j'ai acheté un pistolet à crosse d'ivoire en prévision de notre prochain voyage en Afrique du Sud. À l'époque lointaine où un appareil disgracieux encombrait ma bouche, j'avais pour habitude d'autoriser mon père à me prendre par la main et à m'emmener à l'aventure pour de longues promenades. En général, celles-ci se terminaient au parc de Richmond, où nous prenions place sur le tronc abattu d'un chêne, d'un orme ou d'un bouleau, arbres arrachés lors de la grande tempête de 1987. Emmitouflés dans nos anoraks assortis, nous observions le vol maladroit des chauves-souris de recoin en recoin et écoutions les perruches sauvages qui avaient fui la Somalie et se cachaient dans le parc en nous saluant d'un « Malin Wanaksan, Malin Wanaksan, bonjour », avec des oiseaux africains jacassant au-dessus de nos têtes et le daim fauve tapi dans les hautes herbes. Nous aurions presque pu nous croire dans le parc du Serengeti ou de retour au Millet. Mon père égrenait ses souvenirs d'Érythrée ou d'Aden et se remémorait les grelots de chameaux avec lesquels il jouait gamin dans le désert de Somalie. Bout d'heure, j'attendais qu'il finisse. Comment me figurer l'existence d'un enfant soldat ou des rues à Aden, alors que je n'avais même pas le droit d'aller seul jusqu'à la boutique du coin. Puis, avec un soupir, le regard fixé au loin, mon père, marqué par le poids des années, s'apaisait. Je lui confiai alors ce qui me préoccupait, ce qui pouvait être tout simplement une paire de tennis neuves ou un anorak. Je rêvais d'être va-nu-pied, tout en ignorant à l'époque que question misère, vagabondage et vie de mercenaire, mon père remportait la palme. Et tout autour de nous, les autres vagabonds continuent d'affluer, cachés sous des camions, passagers clandestins de bateaux, chutant du ciel, d'avions géants.
Même les grands-mères bouclent leur mal pour se lancer dans le tahrim. Comme mon père, ces hommes partis courtiser la fortune, qui ont laissé leurs empreintes dans le sable il y a 50, 60, 100 ans, ces hommes-là sont les prophètes qui ont conduit les Israélites hors du désert. Peu importe les menaces de Pharaon, ils brisent toutes les chaînes et ne se laissent pas brider, car le monde entier est leur terre promise. Aden, Yémen, octobre 1935. L'appel du muezzin arracha Jama à ses rêves. Il se redressa pour admirer le lever de soleil sur les mosquées aux dômes en forme de gâteau et sur les appartements d'Aden en pain d'épices, dont rougeoyaient les toits bordés de glaçage blanc. Très haut dans le ciel d'encre, des silhouettes d'oiseaux noirs tournoyaient en dansant autour des quelques étoiles encore visibles et d'une lune au ventre fécond. Planète d'ébène, les yeux de Jama balayaient Aden, survolant le port industrieux de Steamer Point, puis la vieille ville en grès du cratère, dont le gris des beaux bâtiments se fondait avec celui des volcans de Chumchum, et poussait jusqu'au quartier de Mahala et de Sheikh Ousmane, blanc et moderne, coincé entre les collines et la mer. Accompagné du vagissement de nourrissons, des volutes de fumée échappées de feux de bois remontaient jusqu'à lui, tandis que les femmes s'arrêtaient de préparer le petit déjeuner pour dire leurs prières de l'aube, sans avoir besoin pour cela des exhortations du vieux muezzin. Adossé à l'ancien minaret, un nid de vautours édifié avec des branches brisées et des gorgeons de saleté empestait le voisinage avec ses relents de charogne. Pleine d'attention, maman vautour donnait une becquée de viande avariée à ses fragiles petits, ses ailes puissantes, tendues par l'effort, posées de chaque côté d'elle. Debout au bord de la terrasse en barreau, la mère de Jama chantait, de sa voix profonde et mélodieuse. C'était l'activité à laquelle elle se livrait avant et après le travail, non parce qu'elle était heureuse, mais parce que les chansons s'échappaient de sa bouche, son âme jeune glissant hors de son corps, histoire de prendre l'air, avant de le réintégrer au moment de commencer sa journée de corvée. Elle se secoua les cheveux pour en faire sortir les fantômes qui y étaient retenus, et se lança dans son monologue matinal. Il y en a qui n'ont pas idée du travail que ça donne de les nourrir. Ils se prennent pour des sultans et se pavanent sans se soucier du monde, la tête farcie d'idées fausses, capables seulement de courir de ça, de là, pour faire des bêtises. Eh bien, je jure que je vais pas me tuer à la tâche pour des garnements au cul sale qui se la coulent douce. Tous les matins, elle servait à son fils les mêmes litanies pleines de mépris et de frustration. Plus immondes les unes que les autres, les injures se déversaient de sa gorge pour accabler tour à tour le Moukadin à l'usine, Jama, des membres de sa famille perdus de vue, des ennemis, des hommes, des femmes, des Somaliens, des Arabes, des Indiens. Allez, debout, imbécile. Tu te crois dans la maison de ton père ou quoi? Debout, j'ai dit. Il faut que j'aille au boulot, moi. Imperturbable, le garçonnet continuait à se prélasser sur le dos, tout en jouant avec son nombril. Arrête ça tout de suite, garnement. Ça va s'ouvrir. En barreau, enlevait l'une de ses sandales de cuir abîmées et fonçait sur lui d'un pas furieux. Il tentait bien de l'esquiver, mais elle le rattrapait et les coups se mettaient à pleuvoir. « Tu te lèves ou quoi? Je dois me taper 3 kilomètres pour aller au boulot et monsieur fait le difficile pour se lever. » aboyait-elle, folle de rage. « Allez, file, espèce de bon à rien. »
Pour Jama, il ne faisait aucun doute qu'Aden était responsable des colères de sa mère. C'est pourquoi il voulait repartir à Hargeisa, où son père avait le pouvoir de la calmer avec des chants d'amour. C'était toujours à l'aube que l'envie de le revoir était la plus forte. Dans la lumière nette du matin, tous ses souvenirs défilaient avec une clarté accrue. Il le revoyait sourire et chanter près du feu de camp, ses mains aux longs doigts doux en serrant les siennes. À vrai dire, il ne savait plus bien si c'était de vrais souvenirs ou juste des rêves qui envahissaient sa vie éveillée. Mais il chérissait ces images fragiles et souhaitait de tout son cœur qu'elles ne s'estompent pas avec le temps. Il avait traversé le désert sur ses épaules robustes, et c'est de sa position surélevée qu'il avait découvert le monde tel un prince. Mais déjà des nuages qui s'entêtaient à ne pas bouger lui cachaient le visage aimé. L'arôme d'Anjiro remonta l'escalier sombre en colimaçon et lui chatouilla les narines. Les Islawénés prenaient leur petit déjeuner. Auparavant, Zamzam, une adolescente plutôt quelconque, lui apportait les restes du repas. Il les avait acceptés un temps jusqu'à ce qu'ils surprennent les garçons de la famille en train de le traiter de hashishki, c'est-à-dire de poubelle. Parent éloigné du clan de sa mère, les Islawénés avaient été sollicités par le demi-frère de celle-ci pour l'héberger à son arrivée à Aden. Ils étaient exécutés, mais il avait vite été clair qu'ils s'attendaient à ce que leur lointaine cousine devienne leur servante, en aidant à la cuisine et au ménage, et leur donne ainsi la respectabilité qui leur faisait défaut. En moins d'une semaine, la jeune femme trouva un travail à l'usine de café et priva ainsi ses hôtes de leur éphémère symbole de richesse, ce dont ils lui gardèrent rancune. Elle fut sommée d'aller dormir sur le toit et ne fut plus conviée à partager leur repas. Sauf quand M. Islawéné et son épouse recevaient. Alors, ils étaient tous sourires et débordés de générosité. « Voyons, Ambaro, pourquoi tu demandes la permission? Ce qui est à nous est à toi, sœur. » Quand Ambaro eut assez d'économie pour faire venir auprès d'elle son petit garçon de 6 ans, Madame Islawéné ne cacha pas sa colère et déplora la gêne causée par le nouvel intrus. À son arrivée, elle se mit ostensiblement en quête des maladies dont il pouvait infecter ses précieux enfants, et l'on entendit ses bracelets s'entrechoquer pendant qu'elle recherchait lentes, puces et maladies de peau. Sans aucune pudeur, elle releva son mawaïs pour voir s'il avait des vers. Et bien qu'elle n'ait rien trouvé, elle lui adressait un regard noir chaque fois qu'il jouait avec ses enfants, et à ceux-ci, elle chuchotait de garder leur distance avec ce gamin venu de nulle part. 5 années plus tard, tous deux continuaient de vivre sur le toit, tels des fantômes, et essayaient de se faire aussi petits que possible. À l'exception des piles de linge soigneusement pliées que Ambaro lavait et que Jama étendait pour le faire sécher, c'était à peine si la famille les apercevait ou les entendait. Dès l'aube, Ambaro partait pour l'usine de café pour n'en revenir qu'à la nuit. Son fils était donc libre d'errer telle une âme en peine dans une maison où il n'était pas le bienvenu, ou bien de courir rejoindre dans la rue les garçons du marché. À l'extérieur, le ciel s'était éclairci et avait pris une couleur bleu turquoise délavée.
Après avoir dormi au bord de la route, des Somaliens s'éveillaient, la coiffure afro pleine de sable. Des Arabes se dirigeaient vers le souk, main dans la main. Le gamin emboîta le pas à un groupe de Yéménites, coiffés chacun d'un grand turban tissé d'or et arborant à la ceinture une belle dague aux manches d'ivoire. Il gratifiait les chameaux croisés d'une caresse sur le flanc, attention dont les bêtes le remerciaient en battant de leurs cils démesurés, et quand elles l'avaient dépassé, elles fouettaient de la queue pour lui dire au revoir. Traînant les pieds, des hommes et de jeunes garçons transportaient légumes, fruits, pain, viande, dans des sacs, à la main ou sur leur tête. Des pains plats, croustillants, serrés sous le bras, tels des journaux tout juste imprimés. Tout à la joie de leur sortie matinale, des papillons virevoltaient de ci de là, avant que la chaleur de la journée devenue insupportable les force à trouver refuge dans des fleurs collantes. Dans l'air flottait une odeur de harnais de cuir imprégné de sueur, et les pots dégageaient un parfum d'encens emmagasiné de la veille. Adossé au mur chaud, Jama ferma les yeux et s'imagina pelotonner sur le genou de sa mère, des chansons refluant des profondeurs de son corps avant d'éclore comme des bulles à la surface de ses lèvres. Il sentit une présence le dominer de toute sa hauteur et une petite main lui effleurait le haut du crâne. Il ouvrit les yeux et découvrit Abdi et Shidan, rieurs, au-dessus de lui. Avec ses 9 ans et ses dents écartées, Abdi était l'oncle de Shidan, le bandit, qui en avait 11. Le plus jeune lui tendit un morceau de pain, qu'il engloutit aussitôt. Menaçante, la lave noire des montagnes de Choum Choum surplombait la plage. C'était là que se retrouvaient pour jouer, se battre et se baigner les jeunes garçons du marché, toutes couleurs de peau, croyances et langues confondues. Leur assemblée offrait la palette complète des maladies infectieuses, membres mutilés et difformités recensées dans le pays. D'un shalom sonore, Jama salua Abraham, jeune juif au corps ratatiné. Ils vendaient des fleurs ensemble en faisant du porte-à-porte. Ce dernier répondit à son salut avant de prendre son élan et de sauter dans l'eau. Les cheveux de Shidan, devenus blonds à force de malnutrition, laissaient passer le soleil, et la tête d'Abdi, trop grosse pour son tout petit corps, dodelinait d'un côté puis de l'autre. Gamins des rues, dans toute l'acception du terme, ils passaient leur journée à plonger dans la mer pour en remonter des pièces de monnaie. Pressé de partir en virée, Jama ramassa des planches en bois délavées, rescapées de caisses éventrées, et leur fit signe de le rejoindre. « Trouvez de la ficelle et on ira en mer », leur ordonna-t-il. Assis sur le sable jonché d'algues, il regarda les 2 autres s'activer à fabriquer un radeau de fortune avec les planches. Leur tâche terminée, ils propulsèrent à l'eau leur construction branlante. « Besmillah !» murmura Jama, agrippé dessus de toutes ses forces. Quand ils commencèrent à se fatiguer, ils se hissèrent à ses côtés, haletants, et contemplèrent le lever du soleil. Jama s'étendit sur le dos, un sourire heureux aux lèvres. Puis tous 3 se laissèrent flotter au gré des vagues et se prirent par le bras, des gouttelettes d'eau dispersées sur le corps telles des diamants. « Pourquoi t'apprends pas à nager, Jama ?» encouragea Abdi. « Tu viendrais pêcher les perles avec nous ? C'est super là-dessous. Il y a toutes sortes de poissons et d'animaux. Des coraux, des épaves. Peut-être que tu trouverais une perle que tu revendrais très cher. » « Il n'y a pas de perles en dessous, Abdi. On a regardé partout. Elles ont toutes été prises par les Arabes. » « Mais regardez ces imbéciles de Yéménites, ricana Shidan. Ils ne méritent pas d'avoir un bateau comme ça.
Avec un fusil, on pourrait piquer tout ce qu'il possède. Jama releva la tête et vit un Sambo regagner le port à vive allure. Des caisses s'empilaient sur le pont. Alors, débrouille-toi pour en trouver un, provoqua-t-il. Ya salam, parce que tu penses que je peux pas. Je peux t'en fabriquer un, tu sais. Ah, t'as bien entendu, je peux en fabriquer un. J'ai observé les soldats. Il y a des gens, tu sais, qui savent ouvrir l'œil. C'est simple comme bonjour pour quelqu'un comme moi de fabriquer un de ces trucs de Ferengis. Tu te trouves un morceau de bois dur, tu fais un trou qui le traverse de haut en bas, tu te procures de la poudre à canon, t'embourres le trou, puis tu remplis un bout avec des galets, et dans l'autre tu allumes une mèche et tu fais sauter dans la mer des imbéciles comme ceux qui viennent de passer. Moi, il me semble plutôt que c'est tes fesses brûlées qui vont sauter dedans. Gloussa Jama en appuie sur les coudes. Rigole si ça te fait plaisir. Espèce d'idiot, dit Dagal et aux grandes dents. C'est moi le Mouhadim. Et si t'as de la veine, tu seras mon coulis. Ouais, on pourrait être des bandits des mers tout couverts d'or, s'enthousiasma Abdi en tirant sur le soleil avec des balles imaginaires. Wallahi, ils feront tous dans leur froc quand ils nous verront paraître sur notre beau navire. Jamas sentit de l'eau sur sa peau. Yallah, yallah, vite, à la plage, la ficelle cède, hurla-t-il pendant que les planches s'écartaient. Abdi et Shidan ne se le firent pas répéter. Ils sautèrent à la mer, lui attrapant chacun un bras, et le maintèrent au-dessus de l'eau, comme deux dauphins savants. Sous une température caniculaire, Jamas se dirigea d'instinct vers le quartier des entrepôts. En poussant du pied une boîte de conserve, il dévala les rues poussiéreuses du cratère, ville située au cœur d'un volcan dont la chaleur infernale plaquait comme de la lave, populations et cultures sur ses flancs. La lumière du soleil réfléchie par les toits de tôle l'aveugla un instant. Les senteurs de thé, café, encens, myrrhe, répandus sur la colline en un mélange écœurant, l'enveloppèrent et lui montèrent à la tête. Au niveau du premier dépôt, des coulis, torse nus, chantaient en hissant des lourdes caisses de bois à l'arrière des camions. Ils en plaçaient d'autres, légèrement plus petites, sur le dos de chameaux et chargeaient les sacs sur des ânes. Jama franchit le seuil en pierre des magasins de café Al-Medina et réussit à percer l'obscurité grâce aux rayons de soleil filtrant par les interstices du toit. Ils illuminaient la poussière remuée par l'entrechoc des grains de café jetés en l'air pour en desserrer les coques. Toute une armée de femmes, sous-payées, en robes somaliennes à fleurs de couleurs éclatantes, se tenaient, penchées au-dessus de paniers, occupées à nettoyer les grains afin de les rendre propres à la vente. Jama se faufila parmi elles, à la recherche de celles qui avaient des séquelles de variole, des yeux aux reflets cuivrés, des canines en or et une chevelure d'ébène. Il la trouva dans un coin à l'écart, les cheveux retenus en arrière par un foulard bleu ciel. Elle lui baissa la tête et il sentit sa peau douce, toute couverte de taches de rousseur, l'effleurer pendant qu'elle déposait un baiser sur sa joue. Elle lui glissa à l'oreille. « Qu'est-ce que tu viens faire ici, Gaudé ? Je suis pas là pour m'amuser, tu sais. Tu veux quoi ?» Jama se tenait devant elle, jambes croisées comme un flamand. « Je sais pas, je m'ennuyais. » « T'as des sous ?» Il n'avait pas pensé à lui réclamer de l'argent, mais maintenant qu'il se trouvait en sa présence, il était comme gêné de lui avouer qu'il ne voulait que la voir. « Caleb, tu viens me voir au travail pour me demander des sous ? Vraiment, t'es qu'un égoïste, et tu mérites qu'Allah te maudisse. Sors vite, avant que le Mouhadim t'aperçoive. » Il prit les jambes à son cou et s'en alla trouver refuge derrière l'entrepôt. Mais elle réussit à l'y trouver. De ses mains sèches et rugueuses, elle l'attira contre elle et l'odeur d'encens et de café qui émanait de sa robe lui emplit les narines.
Il éclata en sanglots. Godé, s'il te plaît, t'es plus un enfant. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu peux me dire? T'as vu la vie que je mène? Tu peux pas avoir un peu pitié de moi? Elle le tira par les bras jusqu'à un muret face à la mer. Tu sais au moins pourquoi je t'appelle Godé? Non, mentit Jama, avide d'entendre parler de l'époque où il avait une vraie famille. Quand j'étais enceinte de toi, j'ai pris énormément de poids. Mon ventre pointait de façon incroyable, et les gens me disaient que la jeune fille de 17 ans que j'étais risquait de mourir en donnant naissance à un bébé aussi gros, et que t'allais m'arracher les entrailles. Mais moi, je m'en faisais pas. J'étais heureuse, car je savais que j'attendais quelqu'un de spécial. C'était très difficile d'emboîter le pas des chameaux, surtout que je marchais de moins en moins vite. Souvent, j'arrivais pas à suivre la grande caravane de mon père, et c'est clopin-clopant que je rattrapais le reste de la famille avec mes chevilles enflées. Un jour, peut-être au 8e mois de ma grossesse, l'épuisement m'a forcé à m'arrêter, même si le dernier chameau n'était plus en vue depuis belle lurette. Dans la brousse, il y avait un vieil acacia, appelé Gumburaha Panka. Je me suis assise à l'ombre du vieil arbre pour m'y reposer. Adossé à son tronc, j'étais concentré sur ma respiration haletante. Je portais un guntino de nomade qui exposait mon ventre au soleil et à la brise. Quand soudain, j'ai senti la douceur d'une main me caresser le dos et se diriger vers mon nombril. J'ai baissé les yeux et regardez, c'était pas une main, mais un énorme mamba lové sur mon estomac. Terrorisé à l'idée que son gros corps allait écraser, j'ai bloqué ma respiration. Le serpent s'est immobilisé lui aussi et a posé sa gueule diaboliquement sage contre le paroi de mon ventre pour écouter les battements de ton cœur. Tous trois, on est restés comme ça pendant ce qui m'a paru une éternité. Puis, il s'est remis à onduler et à glisser de mon corps avant de disparaître dans le sable d'un coup de queue. C'est à partir de ce moment-là que j'ai voulu t'appeler Godé, ce qui veut dire mamba noir. Mais ton père s'est moqué de moi. Pourtant, quand à ton tour tu as ondoyé de mon corps avec ta belle peau sombre et ton odeur de terre, je savais le nom que j'allais te donner. Et je l'ai gardé, comme mon petit nom à moi, pour mon bébé serpent. Ces paroles lui faisaient chaud au cœur et lui donnaient l'impression que l'amour fusait en or liquide dans ses veines. Il se tut pour ne pas rompre le charme entre eux. Elle poursuivit. Je sais que je suis dur avec toi, parfois trop dur, mais tu sais pourquoi je suis si exigeante. Pourquoi c'est bon pour toi que j'exige des choses que tu comprends pas. J'ai placé tant d'espoir en toi. Tu es mon bébé porte-bonheur, né pour être quelqu'un, Godé. Tu sais que l'année de ta naissance est connue comme celle du ver? Des vers bien gras. On rampait de terre pendant la saison des pluies et on mangeait l'herbe, les arbres et même nos maisons de paille avant de disparaître d'un seul coup une fois repues. Tout le monde pensait que c'était le début de la fin. Mais les anciens ont annoncé qu'ils avaient déjà vu ça et que c'était Barako, puisqu'il s'est mis à pleuvoir abondamment après, et que nos chamelles ont donné naissance à plein de petits. Une vieille femme du nom de Kessime m'a averti que ça porterait chance à mon enfant de naître au plus fort du fléau. C'était comme naître sous la protection de tous les saints, et qu'il verrait les 4 coins du monde. Je l'ai cru, parce que ces prophéties s'étaient toujours réalisées. Malgré la beauté de ses paroles, Jama sentait que sa mère était en train de fabriquer la corde pour le pendre, plaçant elle-même le nœud coulant autour de son cou, prêt à être serré.
Il se rapprocha d'elle pour se faire câliner, et elle enserra son dos au cajou de ses bras bruns dorés, tout en laissant ses doigts courir sur sa colonne vertébrale saillante. Retournons à Hargeisa, Arroyo, un de ces jours, quand nous aurons assez d'économie, répondit-elle, en lui déposant un baiser sur la tête. Elle dénoua le bas de sa robe et prit une pièce d'un paisa qu'elle lui remit. À tout à l'heure, sur le toit. D'accord, Royo. Puis, lui attrapant la main, elle ajouta, les yeux rivés sur lui. Que Dieu te protège, Godé. Madame Islawene n'aimait pas Ambaro et ne faisait rien pour le cacher. Bien au contraire, elle profitait des longues absences de la mère pour s'en prendre au petit. Quand, à l'issue de ses interrogatoires mielleux, elle prit conscience que Jama ne dirait jamais de mal d'elle, ni ne laisserait échapper de secrets embarrassants, elle ne se gêna pas pour la critiquer ouvertement. Mais quelle femme est-ce donc pour laisser son garçonnet errer seul dans les rues tous les jours? Et je suis pas étonné de la mauvaise réputation de ces Somaliennes quand j'en vois certaines bras nus et tétons à l'air. La rancœur était réciproque et mère et fils se moquaient d'elle sitôt qu'elle avait le dos tourné. Si Ambaro surprenait Madame Islawene en train de nouer son niqab, elle levait les yeux au ciel et chantait d'une voix doucereuse. Tekte, tekte, yakudawan. Sorcière, ô sorcière, qui peut bien t'admirer? Femme bizarre et vaniteuse aux membres courts et dodus, Tekte s'enduisait d'huile des pieds à la tête et soulignait de colle ses sourcils d'une main lourde. Sur sa joue trônait un gros grain de beauté dont les poils se mélangeaient à son abondante moustache. Et elle compressait ses petits pieds enflés dans des chaussures que Ambaro ne pourrait jamais se permettre d'acheter. Il lui arrivait de monter sur le toit et de leur jeter un regard noir, sans raison particulière, histoire de marquer son territoire. Quand elle redescendait, Jama s'amusait à imiter sa façon de se dandiner et de plisser les yeux. « Va te faire voir, sorcière !» s'écriait-il une fois qu'elle s'était suffisamment éloignée pour ne plus l'entendre. « Maître Bas, c'est tout ce qu'elle sait faire, » ajoutait sa mère. « Ma parole, c'est une route qu'elle a entre les jambes, cassée par 2 ou 3 qui sortent, comme chez les chiens errants. » Et elle avait raison. Jama avait dénombré 8 enfants, mais derrière chaque porte, il semblait qu'il y en avait d'autres encore qui dormaient et pleuraient. Scolarisés, les aînés des garçons parlaient arabe, même à la maison, et se moquaient de leur voix lente et idiote de l'arabe incorrect et argotique que Jama avait appris dans la rue. Même si Zamzam était loin d'être la jeune fille la plus séduisante de la terre, Degder ne cachait pas ses vues sur l'un des riches importateurs de bétail somaliens de Berbera et voulait donner à sa fille l'apparence d'une fleur délicate cultivée dans le plus raffiné des foyers. Par le plus grand des hasards, Jama surprit une conversation entre Degder et son mari. Elle s'y plaignait de ce que la présence chez eux d'Ambaro et de son gamin des rues ternissait l'image qu'il voulait donner à l'extérieur. Avec un grognement, M. Islawene avait invité Jama à sortir de la pièce, mais ça n'avait fait que confirmer au jeune garçon la fragilité de sa position dans cette maison. Et bien sûr, lui passer de temps dans les rues pour éviter Degder et ses fils, plus ceux-ci trouvaient de sujets de plainte. Kinsi l'a vu voler au souk. Khadav, notre voisin, dit qu'il traîne au bourg-bazar du chameau et parle aux fumeurs de hashish. Ce qui était la stricte vérité. Mais si Jama avait de mauvaises fréquentations, c'était parce qu'il n'avait ni frère, ni cousin, ni père pour le protéger, contrairement aux autres enfants. Conscient de son impuissance et pour ne pas se créer d'ennemis, il ne contestait pas les ragots qu'on portait sur lui.
récemment liés à Shidan et Abdi, gentils et généreux à son égard, il savait que l'amitié entre garçons de clans différents naissait et mourait à la même vitesse qu'apparaissaient et disparaissaient les constellations d'étoiles nouvelles dans la chaleur d'Aden. Cet été-là, dans la fournaise de l'appartement, les femmes se battaient froid. Après avoir accumulé fatigue et frustration pendant sa journée de travail, Ambaro n'était pas d'humeur à se laisser marcher sur les pieds. Elle fréquentait la cuisine au même moment que Degde, se servait de plus grandes rations de farine et de riz, prenait le premier verre propre qui lui tombait sous la main au lieu d'utiliser ceux réservés à leur usage, et oubliait de s'occuper de la lessive. Même avec Jama, elle était à fleur de peau. Un jour qu'elle voulait qu'il travaille, le lendemain qu'il aille à l'école, un autre qu'il arrête de fréquenter les garçons du marché et qui reste sur le toit, et certains jours même qu'il disparaisse carrément de sa vue. D'abord, son fils essayait de l'apaiser en la massant de ses doigts talentueux et vifs pour enlever tous les nœuds de son corps, mais très vite elle ne supportait plus qu'il la touche et il partait dormir avec Shidan et Abdi. Il laissait s'écouler quelques jours avant de rentrer se laver, manger un morceau et jeter un œil sur sa mère. Jusqu'à ce qu'un soir, il découvre Ambaro et Degde, toutes griffes dehors et babines retroussées, prêtes à se jeter l'une sur l'autre dans la cuisine. Outre les cris de « sale pute » et de « dévergondé » dont Degde abreuvait sa mère, la maîtresse des lieux exigeait qu'Ambaro sorte de la cuisine, ce à quoi l'autre refusait d'obtempérer avec force insulte, le crachat près de jaillir de la bouche. Jama lui saisit le bras pour tenter de l'éloigner au moment où, alarmés par le vacarme, les fils de la maison, plus âgés, plus forts, firent irruption. Les deux femmes se mirent à se bousculer l'une l'autre parmi les flétaux fumants, ce qui incita Jama à les retirer aussitôt du feu pour les mettre hors de leur portée. Plus jeune et plus forte, sa mère était également plus apte au combat que sa sédentaire hôtesse, et elle l'accula dans un recoin, la défiant de poser la main sur elle. « Sobax, allez, vas-y !» provoquait-elle. C'en était trop. L'aîné des fils se jeta sur elle et la fit tomber. « Tu devrais avoir honte de toi !» piailla-t-il de sa voix cassante. À la vue de sa mère au sol, Jama attrapa instinctivement un faitout de soupe fumante et lança le liquide dans la direction du garçon, dont il ébouillanta les pieds nus. Degde était hors d'elle. « Rogaïwan balambalai, mes trésors d'écailles, mes chéris !» se lamentait-elle. « Qu'Allah te découpe en morceaux et te jette aux chiens sauvages, Jama !» Elle ramassa un long couteau de cuisine et entreprit de l'aiguiser. Pendant qu'Ambaro essayait de le lui faire tomber des mains, Jama fila entre leurs jambes et se sauva de l'appartement. Il eut droit aux félicitations de Shidan et d'Abdi quand il leur annonça qu'il ne remettrait plus jamais les pieds chez les Islaouim. Pour eux, Aden était un immense terrain de jeu, hérissé d'écueils, dont l'aîné du trio maîtrisait tous les recoins, cul-de-sac, trous et locaux dérobés, puisque la carte de l'Aden invisible ne présentait aucun secret pour lui. En unissant leurs forces, ils pouvaient éviter des garçons plus âgés qui autrement les auraient dépouillés ou battus. Ce fut seulement quand ils s'associèrent en bande que Jama réalisa qu'Abdi était pratiquement sourd. Il avait pour habitude de mettre l'oreille tout contre la bouche de son interlocuteur et d'attraper ses mains pendant qu'il l'écoutait. Blottis l'un contre l'autre sous un vieux drap, les benjamins se plaisaient à admirer de la terrasse du toit le soleil couchant, transformer les flaques des vieux réservoirs en minuscules soleils, ce qui déclenchait les railleries de Shidan. Eux, en retour, se moquaient de ses grandes oreilles. « Pas étonnant que ton pauvre oncle soit si sourd, t'as des oreilles pour deux. »
ironisait Jama en attrapant les oreilles décollées de Shida. Ça te va bien de me critiquer, rétorquait l'autre en montrant les grandes dents blanches de Jama. T'as vu les défenses d'éléphant que t'as? Tu pourrais déraciner un arbre. C'est que tu rêves d'avoir les mêmes oreilles de lapin, et qui s'écartent au milieu pour te porter chance. Tu vas voir l'homme riche que je vais devenir. Tu meurs d'envie d'avoir les mêmes à vous, répliquait Jama en exhibant ses dents pour susciter leur convoitise. Après la disparition de Jama, source de satisfaction secrète pour Dehter, M. Islaweyne autorisa Ambaro à emménager dans une pièce minuscule de l'appartement. Le soir, tard, bien après la fin de ses 12 heures de travail, elle sillonnait ou pressait les ruelles sombres et crasseuses à la recherche de son fils. Elle se rendit dans ses anciens refuges et interrogea les garçons qui aidaient au marché. En vain. N'ayant noué aucun lien avec les prieuses de café qui, contrairement à elle, s'épanchaient chaque fois que l'occasion s'en présentait, elle verrouilla son angoisse dans son fort intérieur et ne put donc s'en libérer. Jama était habituée aux fugues, mais cette fois elle pressentait qu'il ne reviendrait pas. Sa fille, Karawaris, se mit à hanter ses rêves et elle détestait rêver des morts. À la différence de nombreuses Somaliennes qui abandonnaient leurs fils de 4 ou 5 ans au moment où leur père les quittait, elle avait gardé le sien et s'en occupait du mieux qu'elle pouvait, tourmentée jour et nuit par l'idée de lui offrir la meilleure protection possible. Jama était la seule famille qui lui restait, et la seule dont elle voulait, n'ayant pas revu les autres depuis son départ pour Aden. Elle avait été élevée par sa tante, après que la variole eut emporté sa mère, Ouba. Azraël, l'ange de la mort, avait frappé 14 fois la porte de cette dernière, et décimé une ribambelle d'enfants, les accablant l'un après l'autre de diarrhée, d'accidents sans gravité apparente, de malnutrition, de tout, qui avait disloqué leur minuscule cage thoracique. À la mère infortunée n'avait survécu qu'une petite fille maladive au cœur brisé, qui hantait sa tombe dans l'attente du jugement dernier, jour où elle espérait son retour. La variole avait laissé des séquelles sur le corps d'Ambaro, mais elle n'en était pas morte, et elle exhibait ses cicatrices comme preuve que l'esprit de sa mère veillait sur elle. Au fil des ans, elle était devenue une jeune fille maigre et silencieuse, accablée par le chagrin d'avoir perdu mère, frère et sœur. Elle ne se mélangeait pas aux autres membres de la famille qui la craignaient, inquiets de ce que l'adversité ne l'incite à leur jouer de méchants tours de sorcellerie. Selon eux, ses yeux étaient trop profonds, trop baignés de malheur pour leur faire confiance. Il n'y avait guère que Chinao, matriarche de la famille polygame, à la tête bien posée sur les épaules, pour lui montrer de l'affection. C'était elle qui avait fait office de sage-femme à sa naissance, qui lui avait donné son nom, et qui avait exigé que la famille ne se mêle pas de son intimité grandissante avec son cousin Gouré. Orphelin comme elle, ce dernier avait été recueilli par une vieille tante, et Ambaro voyait en lui une âme sœur, tout autant qu'un parent qui, pensait-elle, comprendrait ce que ça voulait dire qu'être étranger, maudit et malheureux dans sa propre famille. Elle l'observa longtemps, avant qu'il pose les yeux sur elle. Mais quand enfin cela arriva, il se mit à surgir dans son dos, au puits, ou à chaque fois qu'elle ramassait du bois de chauffage. Quand on lui rapporta que son père et ses oncles lui avaient préféré un autre homme, elle demanda à Jinao d'être son émissaire auprès de Gouré et lui proposer un rendez-vous. Enveloppée de son plus beau châle, elle s'enfonça dans la nuit. Souple et souriant, la peau brillant au clair de lune,
il l'attendait comme convenu sous le grand acacia. Sa coiffure afro formait un halo autour de sa tête, et comme il portait une tunique blanche capturant la lumière, il lui sembla s'enfuir avec l'archange Djibril. Il tenait à la main un baluchon de toile. Il s'agenouilla pour l'ouvrir et en sortit une grenade et un bracelet en or dérobé à sa tante. Il en fit présent à Ambaro et lui couvrit les mains de baisers quand elle les accepta. Puis il s'empara d'un luth et la pria de prendre place à ses côtés sur la toile du baluchon. Il pinça quelques cordes avec délicatesse, tout en gardant son sourire en ligne de mire. Sourire qui perdit vite toute timidité pour grandir en malice. Se sentant enfin en confiance, il se mit à jouer une douce mélodie bucolique. Berceuse pour amoureux, elle était à l'image du printemps. Ils restèrent ainsi, enlacés, jusqu'à ce que la lune et les étoiles tirent avec tact leur révérence et abandonnent les amants secrets à eux-mêmes. On les maria le lendemain, lors d'une cérémonie à laquelle n'assistèrent que des étrangers, et que dirigea un cheikh rebelle qui, pour se moquer, attribua à 2 chèvres le rôle de tuteur de la mariée. Ils retournèrent au camp familial et à l'admiration de leurs cousins, mais les anciens, furieux, n'offrirent rien au jeune couple, qui fut obligé de se construire sans aide un akal branlant, tente confectionnée avec des branchages et des pous. Ambaro apprit très vite que son mari était un rêveur invétéré. Tout le monde l'adorait, mais personne ne lui aurait confié un troupeau de chameaux. Incapable de tourner le dos à sa jeunesse insouciante, il fréquentait ses amis comme par le passé, tandis que la jeune femme ne rêvait que de fonder un foyer. Débordant de passion pour le luth, il manquait d'énergie pour le reste et se révélait incompétent pour tous les détails de la vie pratique. Sans une seule tête de bétail à eux, il dépendait de la charité de Gino. D'un seul coup, Ambaro commença de le juger, de le surveiller, de vouloir limiter sa liberté. À l'arrivée de Djama, 1 année plus tard, alors que la jeune fille allait sur ses 18 ans, elle se prit à espérer que son mari se préoccuperait des besoins du bébé. Mais au lieu de cela, il continua de s'arranger les cheveux et de jouer du luth, lui dédiant sa chanson favorite, Ha Igabin O Igoi. À l'occasion, il berçait le bébé de ses doigts fins avant qu'elle le lui arrache des mains. Elle avait en sa possession un couteau et un bâton qui provenaient de l'arme magique Wagar afin de protéger son fils des dangers visibles et invisibles. Mère farouche, prête à se battre pour son garçonnet, elle avait vu fondre sa douceur naturelle. Le bébé nouait dans le dos, et elle apprit à tresser des paniers d'osier, à créer des parfums, à coudre des couvertures, dans le but d'échanger ses produits de sa fabrication contre de la nourriture dans les camps voisins. Pourtant, cela ne changea pas fondamentalement leur situation de misère et Ambaro en fut réduite à chercher des plantes et des racines comestibles dans le désert. Kangoué se mit à mâchonner du cat à longueur de journée en compagnie des jeunes hommes qui lui transmirent leur passion des voitures. Ambaro s'arracha les cheveux de désespoir. Il l'ennuyait avec son obsession et ses récits à n'en plus finir sur les hommes du clan partis au Soudan gagner beaucoup d'argent en devenant chauffeur de Ferengis. La jeune femme, qui n'avait jamais vu de voiture de sa vie, pour elle, c'étaient là des objets de sorcellerie et de l'imagination des étrangers, n'apercevait pas d'issue à la situation. Elle essaya en vain d'éteindre le feu qui brûlait en lui, mais plus elle le critiquait et se moquait de lui, plus il s'accrochait à son rêve et se persuadait de devoir partir pour le Soudan.
Ces déclarations tuèrent tout espoir dans le cœur de la jeune femme, quand elle comprit avec quelle facilité il parlait d'abandonner sa famille. Elle se mettait à pleurer, et il la prenait dans ses bras, mais elle savait que le problème n'en était pas résolu pour autant. Gure mit son projet en sourdine quand leur naquit une fille, 1 an après Jama. Cette enfant souriante, aux grands yeux heureux, Ambaro l'appela Kahawaris, après que les rougeoiements de l'aube eurent annoncé sa naissance. La petite fille, dont les autres mères enviaient la beauté, dont les gloussements joyeux résonnaient à travers le camp, fut leur rayon de soleil. Devenu un petit garçon bavard, Jama câlinait sa petite sœur et posait toutes sortes de questions aux adultes, elle sur son dos. Avec ses 2 enfants réveillés par la faim toutes les nuits, Gure promit d'accepter le premier travail qui se présenterait, même s'il s'agissait de transporter des carcasses de l'abattoir. Il se mit à aider Ambaro dans les tâches ménagères, sourd au ricanement de ses amis quand il allait chercher de l'eau au puits et trayer les chèvres en compagnie des femmes. La vie suivait ainsi son cours, jusqu'au jour long et épuisant, où Ambaro détacha sa fille de son dos et la découvrit sans vie. De toutes ses forces, elle appela Gure. Il lui prit la fillette des bras et courut vers Jinao. La petite fille fut enterrée le lendemain. Après la mort du bébé, la jeune mère connut un vide immense. Elle pleurait jour et nuit. Elle refusait de se lever, de se nourrir, de préparer les repas de Jama. Elle reprochait à Gure de l'avoir laissé porter un nourrisson de village en village dans la chaleur et la poussière. Ambaro avait conçu des craintes pour son fils et n'avait jamais oublié de placer son oreille près du cœur du petit pour vérifier qu'il battait. Le garçonnet s'était développé harmonieusement. Maintenant, elle se sentait coupable de ne pas avoir agi de même avec Kahawaris et d'avoir été une mauvaise mère. Gure faisait tout ce qui était en son pouvoir pour l'aider. En vain. Il donnait à manger à Jama, le baignait, mais comme il n'avait pas le don du commerce comme elle, et il ne mangeait pas tous les jours à leur faim et était forcé de mendier. Son père étant mort avant sa naissance, il n'avait aucune idée de la façon dont devait se comporter un père. Il se contentait de s'agiter, bourré de mauvaise conscience, alarmé à l'idée que son fils puisse mourir lui aussi. Finalement, après qu'une sécheresse eut décimé les chameaux, moutons, chèvres du clan, tous se désintégra et les familles éclatèrent, chacun partant sur les chemins de terre se battre pour sa survie. Gure se saisit du visage d'Ambaro et la plaça devant l'alternative suivante. Ou c'est moi qui pars gagner le pain du ménage, ou c'est toi. À ton avis? La jeune femme lui retira les mains sans répondre. Le jour même, Gure prit la direction du Soudan, sans carte, ni même un sou en poche. Ils ne le revirent plus jamais, même s'il leur arrivait de recevoir des nouvelles de ses pérégrinations. Ambaro n'en continua pas moins de l'attendre, se demandant s'il était mort, devenu fou, ou s'il avait rencontré quelqu'un d'autre. Sa famille à elle exigea qu'elle demande le divorce. Les saints hommes jugèrent qu'elle avait été abandonnée et qu'elle pouvait dorénavant se considérer comme libre. Mais elle continua d'attendre. Elle partit pour Aden, travailler à l'usine afin d'économiser l'argent gagné pour se lancer à sa recherche et repousser systématiquement ses admirateurs, car elle gardait espoir qu'un jour, Gure surgirait à l'horizon, son luth dans le dos. Il n'était tout bonnement pas possible à Jama de retourner chez les Islawainais.
La seule perspective de revoir cette femme vaniteuse qui les traitait lui et sa mère comme des moins que rien lui donnait des hauts le cœur. Il en avait assez de raser les murs pour laisser toute la place à cette reine de pacotille. Sa mère le fatiguait également, à lui donner la migraine. Dormir à la belle étoile avait développé chez lui un instinct vorace d'autopréservation. Les petits poils en bas de son dos se dressaient pour l'avertir du danger qu'il appréhendait dans l'épaisseur de l'air poussiéreux. Sa pensée prenait source dans l'enchevêtrement de nerfs à la base de sa colonne vertébrale, et il partageait les besoins primaires d'Adam: se nourrir, se mettre à l'abri, éviter les prédateurs. Dormir sur les toits et dans la rue l'avait obligé à passer du sommeil paisible et satisfait du nourrisson en sécurité sous l'œil vigilant de sa mère, au sommeil léger, où le moindre bruit de pas et toute voix mystérieuse le réveillait. Son endroit préféré, le coude du toit d'un immeuble branlant à l'odeur limoneuse, se repliait pour former une tombe fermée sur 3 côtés. À l'intérieur, Jamin se sentait autant en sécurité que les morts, et à la hauteur il se trouvait, il appartenait à l'espèce humaine sans devoir en partager les souffrances. En s'éveillant à l'aube, il observait les petits insectes traverser en trombe le mur en terre battue, pénétrés de leur propre valeur, et s'affairer le long de ses doigts et sur son visage sans lui accorder plus d'importance qu'à une pierre posée sur leur chemin. Il se sentait aussi petit qu'eux, tout en étant plus vulnérable, plus seul que les fourmis au milieu de leur armée ou que les cafards aux ailes cachées derrière leur épaisse carapace. Cette nuit-là, il avait donc décidé de se rendre dans ce nouvel immeuble pour y retrouver Shidan et Abdi. Les jours, les semaines, les mois passaient, et Jamin ne savait pratiquement jamais où il allait manger ou passer la nuit suivante. Il menait une vie complètement déréglée et s'imaginait facilement vieillir et perdre ses forces dans ces rues sordides, avant de finir un jour, comme il l'avait vu pour d'autres garçons du marché, froid et raide, sur le trottoir. Une charrette tirée par un âne le transporterait alors jusqu'à une fosse commune à l'extérieur de la ville, où les chiens errants se repaîtraient de son cadavre. Jamin se glissa dans l'immeuble en souhaitant le bonsoir au concierge à moitié endormi. Il monta sur le toit, triste de désirer la présence d'une mère à la compagnie trop difficile à supporter. Une fois là-haut, le silence absolu le renvoyait à son vide intérieur. Abdi et Shidan n'étaient pas là. D'un seul coup, son sentiment de solitude s'amplifia. Il avait besoin de sentir le petit corps chaud d'Abdi recroquevillé tout contre lui, son nez humide fourré dans son cou. Debout sur le rebord du toit, il leva les yeux vers les étoiles impassibles et la lune ronde, toujours aussi indifférente. Le précipice à quelques centimètres de ses pieds. Il hurla de toutes ses forces. « Gouré Mohamed Naleye, t'es où? Viens chercher ton fils! Gouré Mohamed Naleye, t'es où? Viens chercher ton fils! Viens chercher ton fils! » L'écho s'empara de sa voix, qui partit se perdre au-dessus de la mer. À suivre.